Bonjour à tous, je suis très content, très honoré de pouvoir faire l'introduction de ce webinaire. Donc d'abord, voilà, c'est le premier webinaire sur le sujet, hein, voilà, la partie Innosis Catherine. Et c'est aussi la première fois qu'on arrive à mettre à disposition de tout le monde d'une base de données assez importante sur le réseau Caprin. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui va être important pour les porteurs de projets d'abord, mais aussi pour ceux qui vont les accompagner d'un point de vue technique, d'un point de vue financier. Voilà, c'est vraiment un outil mis à notre disposition et à la disposition de ceux qui nous accompagnent, qui est une mine d'or. Merci pour le travail qui a été fait. Merci à tous de votre participation et puis bon webinaire à tous. Donc bonjour à tous, Caroline Sauvageau. Donc je m'appelle pas Gigi comme sur la caméra, mais bien Caroline Sauvageau. Je suis l'animatrice du coup du réseau Caprin Occitanie et je vais vous présenter le réseau Innosis Caprin, donc un dispositif national de recherche de référence technique et économique. Donc déjà, Innosis réseau d'élevage au global, c'est quoi? Donc la première chose, c'est que c'est multifilière. L'objectif, c'est de produire et de diffuser des références sur le fonctionnement et la durabilité des systèmes d'élevage français. Et nos cibles principales, donc, c'est les éleveurs, conseillers, décideurs, enseignants, mais pas que. L'idée, c'est de mettre en réseau 1500 éleveurs qui sont suivis par 200 conseillers, chambres d'agriculture, mais pas que, et qui sont co-animés par IDEL et Chambres d'agriculture France. Donc, au niveau de l'organisation, on a 30 équipes, donc encore une fois multifilières, hein, que ce soit dans les filières ou les bassins, 18 groupes thématiques, dont je vais reparler juste après, et une équipe support. L'idée de ce dispositif, c'est d'avoir une approche globale des systèmes d'exploitation et de leur trajectoire d'évolution dans un maillage typologique raisonné. Et l'idée, c'est d'aller du fonctionnement technique et humain aux performances économiques, sociales et environnementales. Donc, c'est voilà, une Innosis réseau d'élevage, donc c'est une infrastructure bien connue et jugée utile par la plupart des acteurs. Donc, comme je le disais, l'idée, c'est d'avoir vraiment une approche globale des exploitations avec un regard donc, sur la structure, l'agronomie, la zootechnie et l'économie, mais aussi tous les aspects environnement, autonomie alimentaire et travail. Et donc, sur nos spécificités du coup Caprine, on a donc 5 équipes régionales Caprine. L'équipe Ouest, donc, qui regroupe Nouvelle-Aquitaine, Pays de la Loire, Bretagne, animée par Vincent Lictevoet. L'équipe Centre-Île-de-France, animée du coup par Vincent aussi. On a du coup Christine Guinamard qui anime les équipes Aura Bourgogne et PACA, et l'équipe Occitanie que j'anime. Donc on met un réseau, on met en réseau 38 conseillers donc au sein de ces 5 équipes. Et on a vraiment donc 2 systèmes différents en Caprin, livreur et fromager, mais on s'intéresse aussi aux mixtes, qui sont représentatifs du coup des systèmes français et régionaux, donc comme vous pouvez le voir avec la répartition sur la carte française. Donc au niveau de l'implication dans les réseaux thématiques, donc les réseaux thématiques, c'est interfilière. Et donc, l'idée, c'est de travailler sur des sujets spécifiques, donc comme le changement climatique, les produits laitiers carnés ou fermiers. Et donc, en Caprin, on en a 6 différents. Et donc, vous avez la carte, du coup, de nos collègues qui font partie de ces réseaux thématiques et qui suivent, du coup, des fermes spécifiques dans le cadre de ces réseaux. Au niveau donc, des fermes caprines suivies, on a donc 122 fermes. Il y a une coquille sur la diapositive. Mais, donc sur le socle national, c'est 122, mais en remontée 2023, on est à 180. Et on a bien la répartition, comme je vous le disais, donc, des 2 systèmes type livreur fromager. Et à l'intérieur de ces systèmes, c'est réparti donc, en fonction des zones géographiques, mais aussi de s'il y a un autre atelier culture de vente ou bovin viande. Mais du coup, Vincent va vous en reparler plus en détail juste après. Merci.
Bonjour, donc je prends le relais pour un bref tour de conjoncture caprine. Si ça va, si je passe un peu vite sur certains points, n'hésitez pas. Donc toutes les informations sont à la fois soit dans l'annuel Caprin, qui est en ligne sur le site idel.fr, ou dans le bulletin de conjoncture mensuel Tendance de l'Institut de l'élevage, avec les autres filières, ovines et bovin-lait, bovin-viande, sur tendance avec un s-lait-viande.fr. Donc ça, c'était pour l'introduction. Donc je fais d'abord un petit peu production laitière et puis ensuite les fabrications et la consommation. Donc on est j'ai titré sur la production fermière parce qu'on a assez peu de données macroéconomiques sur les producteurs fermiers. Donc ils sont bien évidemment en revanche dans tout ce qui est microéconomie et les réseaux Innosis bien représentés. En revanche là, dans cette présentation, on les verra assez peu. Ce sont plutôt des estimations de production. Donc c'est pour remettre un petit peu en tête la carte de la production laitière caprine en France. Donc on est en 2024 à 690 millions de litres de lait produit. Et donc, hop, je vais activer le petit pointeur, avec les Nouvelle-Aquitaine et Pays de la Loire qui concentrent un peu plus de la moitié des litrages, tout compris, hein, livreurs et fermiers. Et donc, cette production nationale était en recul de 22 millions de litres par rapport à 2023, et principalement du fait des livraisons. On estime la production fermière à peu près stable, mais c'est vraiment une estimation. On aura des données l'année prochaine sur cette production fermière un petit peu plus précise, ou en tout cas en fin d'année. Ce qui fait que 73% de la production totale est livrée, donc on estime à un peu moins de 190 millions de litres transformés à la ferme en 2024. Voilà. Et donc pour tous les détails par bassin, je vous invite à consulter l'annuel. Voilà, Caprin. Non, ça ne marche pas comme ça. Voilà. Donc en 2024, ce que je vous disais, un retrait de la collecte, moins 3% par rapport à 2023, on est autour de 500 millions de litres. En termes alors pourquoi ce retrait? On aurait un effectif de chèvres à peu près stable. Ce qui a pu pénaliser les lactations, c'est une qualité médiocre des fourrages. Et là, il faut remonter à l'automne 2023 et les fourrages 2024. Donc on un peu pénaliser les lactations. Un automne 2024 aussi humide et peu ensoleillé. Donc on a en 2024 vraiment, on va le voir juste ici, c'est la courbe rouge quand même des pics, des pics de collecte un peu écrétés. Et puis c'est en cours un travail sur l'effet de la FCO pour voir un petit peu si on peut estimer un effet de la FCO sur la production laitière, mais pour l'instant, on peut ni l'affirmer ni infirmer. Voilà, ça reste encore à travailler dans les mois à venir. Donc sur le début 2025, on a un début d'année en recul assez important. On est en cumul janvier-février à moins 6%. Et puis sur mars, l'estimation moins 3%. Avril, entre moins 3 et moins 4% si on se base sur les résultats de l'enquête hebdomadaire. Donc on a vraiment un début d'année avec on est toujours sur ces mêmes fourrages en 2024. Donc il faut voir si les récoltes là, est-ce que les ensilages d'herbe étaient de bonne qualité, est-ce que les foins vont être bons. Donc voilà, a priori, il y a des fenêtres météo, ça dépend des régions, mais qui ne sont pas trop mauvaises. On va voir ce que ça va donner. C'est bon. Oui, c'est ce que je mets là, les données de collecte hebdomadaires qui permettent de voir. On a vraiment une courbe de collecte assez perturbée. Je ne sais pas si vous voyez ici, on n'a pas un beau rond. Il n'y a jamais de beau rond, mais de bel arrondi. Mais là, on a des petits creux. Donc, on attend les données régionales, voire au niveau de certains départements, voir un petit peu, essayer d'avoir des données un petit peu plus précises. Mais en tout cas, on a une courbe de collecte perturbée entre la météo plus ou moins humide. Voilà. On a des pics de chaleur, après un petit refroidissement, donc ça perturbe quand même la collecte. Et donc un prix du lait qui se maintient juste au-dessus de son niveau 2024. Donc là, c'est le prix du lait payé aux producteurs. Et donc le prix de base est à peu près stable et on a un prix du lait payé qui est en légère hausse, plus de 2% en février, égal en janvier, lié aux taux qui sont en hausse sur les 2 mois et qui permettent d'avoir un prix payé en hausse. Il n'y a pas beaucoup de lait, mais il y a des taux. Et dans le même temps, donc on a une collecte laitière
en recul, un prix du lait stable, voire payé légèrement en hausse, et on a un IPAMPA qui poursuit son recul, donc sur le panier de charge qui est dans l'IPAMPA, et mes collègues vous parleront peut-être un petit peu plus tard de ces charges calculées. Donc en février 2025, on a sur un IPAMPA qui est à moins 3% par rapport à 2024 sur un an, avec notamment un indice aliments achetés en baisse de 5%, sous l'effet du recul des prix des tourteaux principalement. Dans le même temps, on a des produits vétérinaires en hausse, et puis le poste énergie et lubrifiant qui, lui, affiche un retrait de presque 11% sur un an. Donc là, on est vraiment bien sur ce poste-là, sachant que le principal poste, c'est l'aliment acheté, donc lui, il recule. Alors, sur la partie approvisionnement des laiteries et fabrication, donc évidemment, on a une collecte en recul assez important. Donc, les stratégies des laiteries, c'était d'avoir recours, donc de puiser dans leur stock et d'avoir recours aux importations pour pouvoir maintenir leurs approvisionnements. Malgré tout, là, donc sur l'année dernière, ça à peu près, on était à peu près à des approvisionnements entre 0 et moins 1%. Cette année, enfin, on a maintenu les approvisionnements, pardon. Et donc, sur le début d'année, les approvisionnements stables en janvier et en recul d'1% en février. Donc, avec 65 millions de litres de lait de chèvre mis en fabrication sur les 2 premiers mois de l'année. Donc, les importations dont je vous parlais, la ressource d'appoint. Donc, si on regarde le graphique du haut, on est sur les importations annuelles. Donc, on termine ici sur 2024. On est vraiment sur une tendance baissière depuis 2014. Si on regarde sur l'évolution mensuelle, donc là, en rouge 2024, en bleu 2025, on est sur une hausse en début d'année. Donc là, la hausse peut paraître importante. On reste sous des niveaux inférieurs à l'année 2022 et aux années antérieures, puisqu'on était bien ici sur 2023 et 2024, les 2 plus basses années des 10 dernières années. Donc là, en début d'année, l'objectif des laiteries, c'était aussi effectivement de maintenir leurs approvisionnements, parce qu'en face, on a des fabrications en hausse. Donc ça, on est là pour l'instant, donc vous avez les fabrications annuelles. Donc on est sur ici 2024, en hausse des fabrications en hausse de 1%. Donc les fabrications en laiterie, hein. On est bien toujours sur les fabrications par les industriels. Et donc on a notamment, alors là on distingue parce que les bûchettes c'est quand même presque 50% des fabrications, donc et on a un petit recul des bûchettes là sur l'année, mais au global on est sur plus 1% des fabrications de fromage de chèvre. Donc on a des fabrications puisque et sur le début de l'année, c'est toujours le cas, plus 1 en janvier, égal en février. Donc, ça permet on voit qu'il y a quand même une dynamique de fabrication pour répondre à... C'est pas ça. Voilà. Pardon. Pour répondre à la demande des consommateurs. On le voit ici sur l'ultra frais. Alors, on était sur moins 4 en janvier et puis plus 5% en février. On a vraiment une bonne dynamique sur l'ultra frais, en tout cas sur toute l'année 2024. Et là, début d'année, en cumul sur 2 mois, ça équivaut à une stabilité des fabrications d'ultra frais. Et donc, on a, pour le 6e mois consécutif, un recul des stocks déclarés par les entreprises. Et on serait à moins 34% par rapport à février l'année dernière, donc ici en rouge. Voilà, donc on voit bien baisse de la collecte. Les entreprises puissent dans leur stock, c'est à peu près assez habituel en cette période de l'année. Hein. On n'est pas encore tout à fait, on n'est pas encore au pic de collecte, donc on puise encore dans les stocks. Et tout ça, c'est quand même cette hausse des fabrications, elle répond à une demande dynamique. On a des ventes, donc là on est sur, donc on peut pas tracer les ventes chez les crémiers. En revanche, ce serait intéressant, mais on peut tracer les ventes au rayon libre-service des grandes surfaces. Et donc, on voit qu'on a une hausse de 1% en 2024 de ces ventes. Donc, ça correspond à notre hausse de 1% des fabrications. Donc, on a bien une corrélation. Ce qui a changé, c'est pour ça qu'à titre évolution du comportement des consommateurs,
c'est que on a plus 1% en volume. En revanche, on est un petit peu inférieur en valeur, puisque donc ça date pas de 2024, mais on a eu un changement de comportement des consommateurs lié à l'inflation forte qu'on a connue 2022, 2023, puis qui s'est ralentie au fil de l'année 2023. Et donc avec plus de fromage sous marque de distributeur, et aussi des achats de fromage avec des grammages un petit peu moins importants, ou des achats un peu plus fréquents, de plus petites quantités. Donc au final, on est à, si on a réussi à maintenir avoir une croissance en volume, en valeur, c'est légèrement inférieur. Et donc on a des MDD qui ont augmenté de 3 points. La part des MDD dans les achats, je vais faire la part des marques de distributeurs, pardon, dans les achats des ménages au rayon libre-service des grandes surfaces, a progressé de 3 points par rapport à 2023. Et donc au détriment des fromages sous marque nationale. Donc, en résumé, on a une collecte en retrait en 2024 et là, depuis le début de l'année, des importations à un niveau quand même assez bas et des stocks en recul. Donc ça permet de juste maintenir les approvisionnements pour des fabrications en légère hausse en réponse à une consommation dynamique, si on devait retenir quelque chose. Voilà pour ce bref tour de conjoncture. Et je ne sais pas si soit vous avez des questions ou si je laisse la parole à ce stade, il n'y a pas de questions. Vincent. Vous pouvez continuer à en mettre, même si on passe à l'intervention suivante. Dans le chat, j'ai ajouté le lien vers l'annuel Caprin dont a parlé Virginie à plusieurs reprises et qui est disponible en ligne sur le site de l'Institut de l'élevage. Merci. Vincent, à toi de jouer. Alors, bonjour. Donc, Vincent Lictevoet, je suis donc du service économie des exploitations de l'Institut, et j'anime le groupe technique Caprin et, comme Caroline vous l'a montré sur la carte, les réseaux régionaux Grand Ouest, Nouvelle-Aquitaine, Pays de la Loire-Bretagne, et puis celui de la région centre. Moi, ce que je vais vous présenter, c'est les informations autour des revenus de 2024. Donc, effectivement, qui sont, vous le retrouvez dans notre document de l'annuel Caprin qui est sorti le mois dernier. Et en même temps, du coup, ça vous présentera en gros les 6 grandes typologies que l'on suit dans les exploitations caprines françaises, hein, même si on le verra ensuite, on a d'autres suivis qui ont lieu pour zoomer sur des cas types régionaux particuliers. Alors, nos données économiques de 2024, hein, en fait, les réseaux de référence, les collègues des réseaux de référence ont remonté des données réelles observées 2023, à partir desquelles on a simulé des estimations de revenus 2024 sur notre panel de 222 exploitations qui correspondaient à ces suivis. Les hypothèses qu'on a retenues, ce sont les hypothèses observées hein, sur 2024. Donc, par exemple, effectivement, la hausse du prix du lait, plus encore liée à la richesse qu'à l'augmentation du prix de base, hein, donc en moyenne de 1,3%. On a estimé avec les collègues des réseaux en discutant que beaucoup d'exploitations quand même caprines fromagères avaient réussi à passer une augmentation des fromages. Donc, on a estimé ça aux alentours de 5%, même si on verra qu'il y a une grosse variabilité sans doute des résultats réels. Par contre, voilà, l'année exécrable d'un point de vue climatique qu'on a eu en 2024 a eu pour effet une forte baisse de la production laitière qu'on a estimée aux alentours de 5%, en s'appuyant aussi sur les informations qu'on a pu recueillir auprès des équipes des entreprises de conseil élevage. Au niveau des charges, comme Virginie vous l'a montré rapidement, on a pris en compte la baisse des charges qui sont indicées dans l'IPAMPA,
donc en moyenne de 5%. Et puis aussi, on a pris l'ensemble des autres charges qui ne sont pas obligatoirement dans l'IPAMPA, comme par exemple l'augmentation du SMIC, l'augmentation des fermages des travaux par tiers qui ont été conséquents aussi encore sur 2024. Enfin, pour tout ce qui va être grande culture, on regarde ce qui se passe, ou en tout cas les simulations et les estimations que sort Arvalis, aussi bien sur les prix, sur les rendements, d'un point de vue régional. Et pour la viande bovine, on s'appuie sur les données du GEB de l'Institut de l'élevage, sur les prix et l'évolution des prix et des revenus en termes de bovins. Donc, on sort, et là, je vais vous présenter les exploitations. Donc, ça vous présentera aussi les grands cas types que l'on suit au niveau national. Donc, on va commencer par les élevages spécialisés. Donc, les élevages spécialisés, ici, vous avez à l'écran les élevages spécialisés du Grand Ouest. Donc, en gros, effectivement, Pays de la Loire, Nouvelle-Aquitaine, région Centre, et puis Occitanie. Donc, ces exploitations spécialisées, ça veut dire quoi? Ça veut dire en moyenne 80% du produit brut qui est réalisé sur l'atelier Caprin. Donc, ces élevages détiennent entre 200 et 600 chèvres. Et pour ceux qui sont à plus de 300 chèvres, on a bien souvent de la main-d'œuvre qui est présente. Donc, en moyenne, 2,6 unités de main-d'œuvre sur l'exploitation, dont 1,6 exploitants. Voilà. Sur des structures donc de 84 hectares avec 50 hectares de surface fourragère, les exploitations élèvent en moyenne 360 chèvres, produisant un peu plus de près de 330 000 litres de lait. Voilà un peu pour l'explication structurelle en fait de ces exploitations qui sont suivies. Si on regarde un peu les simulations, en tout cas les prévisions de revenus que l'on a pu faire, je vais vous présenter à chaque fois de la même façon ce que vous voyez en bas à droite. Donc, sur ce graphique, vous avez des données qui sont données en comparaison 2023 à 2024, le tout ramené à l'UMO exploitant. Donc, en rouge et sur la gauche, ce qui va baisser et qui est plutôt négatif en termes de revenus. Et puis là, vous le voyez, ça sera assez rare, mais en bleu, des choses qui sont quand même plutôt positives pour le revenu. Donc, à droite, une hausse et à gauche, une baisse. Sur ces exploitations caprines spécialisées du Grand Ouest, ce qui est observé sur l'année 2024, ce qui est simulé en tout cas, c'est une baisse forte du produit total, aux alentours de 12 000 euros par UMO. Et essentiellement, vous le voyez, aux 2/3, aux 3/4 presque, expliqué par la baisse de la production laitière qui entraîne une baisse de l'activité de l'atelier Caprin. Et puis effectivement, pour moins 4 000 euros, on a aussi un peu de baisse en termes de rendement sur le peu de céréales que les exploitations cultivent, en moyenne une trentaine d'hectares malgré tout. Les charges opérationnelles ont bien baissé, on l'a vu, moins 10 000 euros, mais ça ne compense pas du tout la baisse des produits. Donc, les baisses de charges, c'était pour 60% des charges, des charges opérationnelles sont de l'aliment acheté dans ces exploitations-là. Donc, effectivement, l'impact de la baisse des aliments a entraîné une baisse, effectivement, des charges. On a aussi une forte baisse du prix des engrais. Voilà, donc ça occasionne en gros du 10 000 euros de charges opérationnelles en moins, mais voilà, qui n'a pas compensé la baisse du produit des charges. Au-delà de ça, on a en plus l'augmentation des charges de structure, on l'a dit, un peu régulière tout au long de l'année. Même si on a une baisse des carburants, on a tout ce qui va être entretien, tout ce qui va être fermage et travaux par tiers qui vont malgré tout encore continuer de progresser. Au final, on a une baisse de revenus qui s'établira en 2024 aux alentours de 29 300 euros par UMO exploitant, donc, soit une baisse de 13% par rapport aux exploitations, par rapport à l'année précédente. Pardon. Autres élevages spécialisés qui sont suivis dans nos réseaux, c'est les livreurs spécialisés du Sud-Est.
Hein, donc là, on se retrouve sur des exploitations PACA et puis Rhône-Alpes, hein, donc des exploitations moyennes. Hein, on a vu un peu moins de main-d'œuvre que sur les exploitations de l'Ouest, 1,7 UMO. Des structures un peu plus petites, 52 hectares de SAU, essentiellement utilisées à la production de fourrage pour les animaux. Des exploitations avec des élevages un peu plus petits, 240 chèvres en moyenne, et puis 190 000 litres de lait. Voilà. Donc l'alimentation est beaucoup basée dans ces systèmes-là sur les aspects pâturage, et puis l'achat de fourrage pour ce qui va être l'hiver. 2024. Dans ces exploitations, le mauvais climat a effectivement entraîné une baisse de la production laitière liée aux sorties difficiles par rapport au pâturage, et puis quand beaucoup de pâturage, aussi des problèmes de parasitisme qui ont été un peu exacerbés courant 2024. Les rendements de céréales ont été aussi mauvais que ce qu'on verra sur les exploitations qui sont plus spécialisées là-dedans. Et puis, on suppose qu'une partie de la baisse de production laitière est sans doute liée au phénomène d'FCO qu'on a pu voir et qu'on essaye d'expertiser un petit peu sur ce secteur-là. Donc, on le voit, baisse de lait liée à la production laitière moindre. On a moins 6 000 € de produits bruts par UMO, essentiellement, quasiment exclusivement liés à la partie production laitière en moins. Les charges opérationnelles, on l'a dit, des exploitations qui achètent beaucoup d'aliments. Donc, les charges opérationnelles très liées aux achats d'aliments avaient largement baissé. Donc, on aurait pu penser que ces charges opérationnelles auraient permis de compenser le produit brut en moins. Malgré tout, les charges de structure, comme on l'a vu tout à l'heure, ont continué de progresser. Et on a au final, là aussi, sur ces exploitations du Sud-Est spécialisées laitiers, des revenus à 23 600 € cette année, en baisse là aussi, comme pour l'Ouest, en baisse de 13% par rapport à l'année précédente. Dans le Sud-Est, on a effectivement des élevages laitiers, on a aussi quand même pas mal d'élevages fromagers. Donc là, on a une typologie, une case typo représentant des exploitations fromagères de PACA et de l'ex-Languedoc-Roussillon. Donc, on se retrouve sur les petites exploitations, 2,5 UMO, dont 1,9 UMO exploitants. Des petites surfaces, 100 hectares de SAU, et surtout l'utilisation, pour beaucoup d'entre elles, de parcours, hein, en moyenne 70 hectares de parcours. 66 chèvres et 36 000 litres de lait produits et transformés et vendus. Mais cela dit, avec une énorme variabilité quand même, hein, puisqu'on se promène dans le réseau de référence sur cette case typo entre 10 000 et 220 000 litres de lait livrés. Forte particularité des élevages de la région, c'est une bonne valorisation du litre de lait, hein, en moyenne à 3,20 €. Voilà. Donc, peu de surface fourragère, donc malgré tout, beaucoup d'alimentation qui reste à acheter, hein, et donc avec un effet positif, on le voit, mais on bouge vraiment pas beaucoup, un effet positif de la baisse des aliments. La production laitière qui a baissé, effectivement, n'est pas compensée par l'augmentation du prix des fromages. Alors, si augmentation du prix des fromages, si elle a bel et bien eu lieu, hein, en règle générale, les exploitants ont réussi quand même sur les zones touristiques à passer des augmentations de fromage. Sur les zones avec des clients à plus faible pouvoir d'achat en vente directe, là, effectivement, c'est un peu plus difficile. Mais voilà. Mais en gros, quand même, on a estimé que une augmentation de 5% était sans doute plausible, en tout cas pour beaucoup d'exploitations. Les charges de structure, elles, continuent de progresser un petit peu. On est sur des petits volumes, hein. Au final, on a un résultat courant qui baisse de 2%, on va dire quasiment stable, aux alentours de 25 800 €.
Les fromagers, il n'y en a pas que dans le sud-est, évidemment. Donc, on a une autre case typo concernant les fromagers. Là aussi, avec beaucoup d'exploitations quand même qui sont suivies un peu partout en France, Île-de-France, région centre, Nouvelle-Aquitaine, en gros toutes les autres régions, hein, Occitanie, Auras et Bourgogne. Là, on est sur des exploitations de taille plus importante, un peu plus de 3 UMO, plus de la moitié de main-d'œuvre non salariée, des structures de 32 hectares, essentiellement utilisées quand même pour l'alimentation des animaux, ou fourrage, ou même pour les concentrés autoconsommés. Des troupeaux de taille plus importante que ce qu'on a vu précédemment, 107 chèvres en moyenne, qui se promènent aux alentours de 80 000 litres de lait livré. Par rapport à la case typo précédente, on est sur des valorisations qui sont quand même plus faibles hein, en termes de prix du lait. On est plutôt en moyenne aux alentours de 2,70 € en termes de valorisation du prix du lait. 2024, ben là aussi, l'exploitation ont vécu une météo plutôt défavorable. Hein. La qualité des fourrages n'a pas été là. Pour ceux qui pâturent ou qui affouragent en verre, on n'était pas là du tout. Donc, effectivement, tout au long de l'année, il y a une forte pénalisation de la production laitière, hein, comme pour l'ensemble des exploitations. Concernant la commercialisation, grande diversité de modes de commercialisation de ces exploitations. Hein. On a des exploitations qui vont vendre sur Rungis, qui vont vendre sur les crèmeries parisiennes ou de grandes agglomérations. Là, effectivement, où il y a peut-être moins de soucis de pouvoir d'achat, il n'y a pas eu de complications pour passer des augmentations de tarifs. Et ces augmentations de tarifs n'ont pas du tout entraîné une baisse des volumes commercialisés. En fait, hein. Donc, voilà. Dans les zones touristiques, la météo capricieuse de 2024 a été un peu pénalisante sur la présence de clients sur les marchés. Et puis, quand même, malgré tout, les éleveurs qui vendent leur fromage en vente directe dans des exploitations, dans des zones avec plus faible pouvoir d'achat, là, effectivement, un peu plus de difficultés à commercialiser beaucoup de fromages et surtout à augmenter les tarifs. Malgré tout, en fin d'année, on se retrouve avec pas de stock dans ces fromages, dans ces fromageries hein, fermières essentiellement. Donc, on peut quand même supposer que la commercialisation a été possible. Hein, l'augmentation des tarifs n'a pas empêché la baisse, n'a pas entraîné la baisse de volume commercialisé. Et les éleveurs se retrouvent avec des frigos relativement vides. Si les éleveurs ont réussi à augmenter du coup leur prix des fromages, donc effectivement, on a un produit atelier caprin qui n'aura pas bougé. Les charges opérationnelles ayant baissé comme dans les autres cas types, hein, donc beaucoup d'alimentation, beaucoup d'engrais. Donc là, on a une baisse forte des charges opérationnelles. Les charges de structure ont augmenté, que ça soit l'électricité, hein, chez les fromagers, c'était sur cette année 2024 aux alentours de plus 15%. De charges d'électricité, mais aussi pour ceux qui utilisent de la main-d'œuvre salariée, l'augmentation du SMIC. Donc, une forte charge de structure et un résultat courant sur ces exploitations-là qui, on va dire, est stable, hein, à plus de 2% à 22 200 € en moyenne. Voilà pour les quatre grandes cases typo des élevages fromagers qui sont suivis. Ensuite, on retrouve les élevages qui ont de la mixité. Alors, la première, c'est la mixité avec des grandes cultures de vente. Hein, donc là, c'est plutôt des exploitations qui sont suivies dans le centre-ouest de la France, hein, donc région centre, Pays de la Loire et puis Nouvelle-Aquitaine. Clairement, ces exploitations ont largement subi les mauvaises conditions climatiques sur les fourrages et ils l'ont aussi eu sur les aspects grande culture. Sur ces exploitations-là, effectivement, l'atelier culture de vente peut représenter, en tout cas en moyenne, près de 40% du produit brut de l'activité de ces exploitations.
on est allé vite, donc vous n'avez peut-être pas bien vu, mais en gros, quand on regarde la structure de ces exploitations-là, on se retrouve sur des exploitations de 2,5 UMO, donc un peu le même collectif de travail que les exploitations spécialisées laitières qui vendent le lait sur ces zones-là, avec une vingtaine de chèvres en moins, 330 chèvres, donc l'équivalent en litrage en moins aussi. Et malgré tout, sur les exploitations qui, on va dire, avec le même collectif de travail que les élevages spécialisés laitiers, ont 20 chèvres de moins, mais cultivent 3 fois plus de grandes cultures pour commercialiser. Donc, le produit brut de 2024 sur ces exploitations-là, il est effectivement à moins 25 000 euros en moyenne par UMO. Il est essentiellement dû aux 2 tiers liés à ce qu'on a vu en termes de baisse de production. En gros, sur la région centre, on a vu par exemple moins 16, moins 20% de rendement sur les céréales d'hiver. On a vu aussi dans ces zones-là beaucoup de champs de tournesol qui n'ont pas du tout été récoltés de l'année. Donc à ça s'ajoute la baisse du prix des céréales. En moyenne, on avait observé du 5% sur les céréales à paille. Donc effectivement, en gros, le produit de l'activité grande culture a largement contribué à la chute du produit. Donc les 5% de lait en moins qu'ont subi les copains ont aussi été subis par ces exploitations mixtes avec de la grande culture. On voit que la baisse des charges opérationnelles, donc effectivement, en termes de volume, on est sur du moins 30% sur les engrais, qui sont quand même beaucoup utilisés sur ces grandes cultures. On retrouve aussi la baisse de nos aliments aux alentours de 10-11%, donc une forte baisse des charges opérationnelles. Mais malgré tout, une augmentation des charges de structure et au final, une forte baisse. On a un revenu courant par exploitant dans ces systèmes grande culture plus vente de lait qui a été divisé par 2 quasiment par rapport à l'année précédente. On se retrouve à moins 11 700 euros de résultats courants par personne exploitante. Culture de vente, donc effectivement, qui ont empilé, on va dire, le désastre sur les grandes cultures et fin climatique, et puis aussi sur la production laitière des troupeaux caprins. Enfin, dernière case typo que vous retrouverez dans l'annuel caprin, les élevages mixtes, livreurs de lait et de chèvre et vendeurs de bovins viande, essentiellement vendeurs de broutards quand même plutôt, même s'il y a quelques exploitations qui font de l'engraissement. On retrouve ces exploitations un peu partout en France. En moyenne, on est sur 2,3 UMO avec une centaine d'hectares de SAU. En gros, une activité bovin-viande très variable d'une exploitation à l'autre, qui va varier entre 10 et quasiment 50% du produit brut global de ces exploitations-là. On va retrouver des exploitations dedans où l'équilibre est à peu près propre, enfin, il est équivalent entre l'atelier caprin et puis l'atelier bovin-viande. On va retrouver aussi d'autres exploitations où l'atelier bovin-viande est plutôt presque est là pour valoriser des surfaces de prairies naturelles, voire valoriser aussi le refus des chèvres. Bon, voilà. Et puis l'exploitation où c'est plutôt effectivement l'atelier bovin-viande qui est le plus important sur le global de chiffre d'affaires. Et puis enfin, des exploitations qui vont retrouver de ci de là quelques surfaces aussi de grande culture. Donc en moyenne, une centaine d'hectares, beaucoup d'herbes, évidemment, 300 chèvres, donc des exploitations pas petites en termes d'ateliers caprins, et encore 90 UGB bovin-viande supplémentaires, donc on voit 55 vaches allaitantes en moyenne que l'on retrouve sur ces exploitations.
Donc, le produit, là, on le voit quand même, c'est la seule ligne bleue qu'on va retrouver en termes de produits. Depuis 2 ans déjà, hein, la conjoncture viande est plutôt bonne. Hein. On a sur les ventes de broutard sur 2024 entre du plus 5 à plus 11% de prix en termes de hausse en fonction des races et en fonction des catégories d'animaux. Et puis on a aussi, même sur les viandes, sur les animaux engraissés, hein, des prix qui se maintiennent. Donc au final, un produit vente de bovins qui progresse dans ces exploitations-là. Ça progresse, mais évidemment, ça ne compense pas nos 5% de lait en moins, hein, et donc son corollaire, le 5% à peu près de produits lait caprin que l'on voit en moins. Forte baisse des charges opérationnelles, hein, que ce soit l'alimentation, moins 10% sur les concentrés, aussi sur les engrais. Donc en moyenne, baisse importante des charges opérationnelles qui compenserait presque la baisse des produits, si ce n'est qu'on a nos charges de structure hein, qui ont encore augmenté sur cette année en moyenne 3%. Hein, hausse de tout ce qui va être entretien du matériel, hausse de tout ce qui va être aussi fermage. Au final, on a une baisse du résultat courant sur ces exploitations-là à 28 500 €, une baisse de 7%, on va dire une baisse moindre que ce qu'on aura vu sur les exploitations spécialisées. Voilà les exploitations que l'on suit dans nos cas types. Là, je vous ai mis malgré tout, pour avoir toujours un peu ça aussi en tête, hein, donc vous avez ici les résultats des revenus pour les 6 cas types que l'on a vus. Hein, donc voilà, ici par exemple les caprins spécialisés vente en lait, et puis de l'autre côté ici les caprins spécialisés fromagers hors sud-Méditerranée. Et ce que vous pouvez observer ici, hein, donc vous avez en bleu la limite du quart supérieur en termes de revenus et en noir la limite du quart inférieur. Et globalement, quand même, si je vous ai donné des moyennes précédemment, ces moyennes cachent une forte variabilité hein, qui se promène d'un rapport de 1 à 3, voire 6, entre les bons et les moins bons résultats des exploitations du réseau. Donc, et ces exploitations, elles sont quand même liées à chaque fois, à un volet peut-être des fois dimension de l'exploitation qui, dans certains cas, sont peut-être un peu trop petites. Et puis, effectivement, d'abord, efficacité l'efficience des exploitants hein, à tirer le meilleur revenu possible. Il y a aussi, en fonction de l'âge du capitaine, des investissements qui peuvent être plus ou moins récents. Hein, donc, effectivement, des amortissements et des coûts de remboursement de capital. Et puis, chez les fromagers, parce que eux, au moins, peuvent maîtriser un peu plus, en tout cas que les laitiers, leur prix du lait. Comment est-ce qu'ils ont réussi à augmenter ou pas les prix du lait. Quand on regarde au final sur le long temps, où est-ce qu'on se retrouve? Là, vous voyez depuis 2014 l'évolution des revenus. Alors 2023, on le voit, 2023 a été la meilleure année depuis 10 ans, la meilleure année en termes de résultats chez les éleveurs laitiers, qu'on soit éleveurs laitiers du Sud-Est ou bien les éleveurs laitiers du Grand Ouest. Donc là, voilà, une baisse de lait simplement liée à la conjoncture de baisse de la qualité des fourrages et donc de la production laitière. Quand on regarde les fromagers, ce qu'on peut quand même ici observer, c'est qu'il évolue relativement peu
sous réserve que chacun a pu augmenter ses prix de fromage d'au moins 5%. Hein, voilà. Et puis, vous voyez, les fromagers, vous les voyez ici en violet. Quand même, on a chez les fromagers spécialisés, pardon, pas en violet, les fromagers bleus, les fromagers spécialisés du Sud Méditerranée, qui sont les exploitations en fait les plus stables en termes de revenus. Hein. Ils sont résilients, ils sont aussi les exploitations, quand on regarde les efficacités, les efficiences, ce sont les exploitations qui ont les repères d'efficacité les plus efficaces, les plus importants des systèmes suivis. On l'a vu sur les élevages qui sont mixtes. Hein, donc, vous avez ici en noir les bovins viande où on voit effectivement notre baisse de production, de revenus liés quand même à la conjoncture laitière, hein, que n'a pas compensé la bonne tenue des prix de la viande. Et puis, par contre, vous voyez en orange foncé ici, donc je vous ai dit 2024, 12 000 euros de revenus par unité de main-d'œuvre non salariée sur les exploitations. En 2 ans, c'est 75% de revenus en moins. Voilà. Après, effectivement, hein, après quand même 2 années exceptionnelles qu'on a pu observer 2021 et 2022 en termes de prix, puis en termes de rendement des céréales. Donc voilà. En gros, sur ces 10 dernières années, les revenus progressent assez peu, hein, voire les revenus ne progressent pas, on va dire, en moyenne, hein, sur nos exploitations caprines. Et en 2024, seuls ceux qui ont un peu la maîtrise de leur valorisation du prix du lait, donc les fromagers, ont peut-être réussi à sortir leur épingle du jeu. Voilà, j'espère que je vous ai pas trop abreuvé de chiffres, mais à grands traits, la présentation des différentes cases typologiques suivies au niveau français dans les réseaux Inosis présents sur 2024. On peut peut-être passer aux questions. Alors, il y a quelques questions, effectivement. La première, est-ce que ces données chiffrées que tu viens de présenter, Vincent, incluent également des élevages en bio ou est-ce qu'il n'y a que des exploitations conventionnelles? Alors, aujourd'hui, oui, chez les laitiers, on ne prend que les conventionnels. En tout cas, dans les chiffres que je vous ai présentés, on ne prend que les conventionnels. On suit quand même, on l'avait vu sur le tableau présenté par Caroline, pas mal d'exploitations en bio. Et donc, on a, Caroline vous présentera le portail Inosis ensuite, on a une case typo effectivement assez conséquente maintenant avec des exploitations vendant du lait en laiterie en bio. Et voilà, donc on a quand même des éléments pour pouvoir avoir des repères et puis positionner des résultats d'un élevage. Voilà, mais ils sont pas encore dans l'annuel Caprin. C'est une question qu'on se pose en fait, hein, de l'an prochain peut-être de rajouter cette case typologique au niveau national des élevages laitiers. Concernant les fromagers, par contre, on a dans nos 2 cases typo qu'on a présentées en fromage, aussi bien des conventionnels que des bio, dans la mesure où en fait on observe relativement peu, par exemple, de valorisation différentes en termes de prix des fromages. Donc le caractère je suis en conventionnel ou je suis en bio ne distingue pas spécialement les exploitations en termes de revenus. Donc, on se permet, dans ces 2 cases typo fromagères spécialisées, d'agglomérer des élevages en bio et des élevages en conventionnel. Alors, question suivante. À quel indicateur comptable se réfèrent les résultats économiques? RCAI, résultats d'exploitation. Alors, ce qu'on a donné, quand effectivement la dernière ligne des graphiques que je donnais, c'était effectivement le résultat courant. Hein, donc, ça veut dire que de l'ensemble des produits
vente, autres produits, plus les aides. Vous avez enlevé, on a enlevé les charges de structure, les charges opérationnelles, évidemment, les amortissements, les frais financiers et aussi les cotisations sociales exploitantes. Alors, dans le département de l'Allier, j'ai demandé la précision, il y a beaucoup d'installations de femmes seules avec des petites surfaces. Est-ce que vous avez des données sur ce type de système, notamment dans le portail Gnosis, peut-être? Alors oui, et puis Christine pourra peut-être en faire référence ensuite. Il y a eu un travail important qui a été fait là-dessus. Et effectivement, c'est des questions qui ont été un peu retravaillées par les équipes Sud-Est, hein, me semble-t-il, et qu'on veut reprendre sur d'autres régions, là, parce que on a de plus en plus ces questions de porteurs de projets. Une personne, je m'installe avec 30, 40 chèvres. Voilà. Donc, on manque de repères, mais on sait déjà quels sont un peu les critères essentiels qui vont me permettre de dire ça risque de réussir ou pas, quoi. Ouais. Peut-être pour compléter. Oui. Donc effectivement, avec l'équipe réseau Auvergne-Rhône-Alpes, on a travaillé sur une fiche s'installer en système petit fromager. Soit on peut vous la mettre dans le chat, soit Caroline vous montrera comment y accéder sur le portail Gnosis. Voilà. Avec et on a beaucoup travaillé sur la question du travail, sur la question de fixer ses prix, etc. Voilà. Donc on a réfléchi à la chose, et pour les collègues dans les départements, c'était quelque chose qui était super important, puisqu'ils ont aussi ce même type d'installation. Voilà. Alors, des questions qui continuent à arriver. La différence de rémunération entre les caprins spécialisés du centre-ouest et du sud-ouest versus ceux du sud-est, quelles sont les causes, les éléments d'explication? Alors, quand on regarde un peu, on est sur des structures d'exploitation différentes. On a une structure un peu plus réduite sur le sud-est. On a aussi beaucoup plus de contraintes liées aux conditions pédoclimatiques, hein, et l'accès au foncier, avec plus d'exploitations aussi qui sont sur des systèmes pâturants. Voilà, donc avec des difficultés liées à ces systèmes moins parfois faciles à maîtriser techniquement. Et puis, sans doute quand même aussi une spécialisation encore plus forte, hein, sur les aspects sud-est, alors qu'on va peut-être quand même des fois retrouver en centre-ouest ou sud-ouest un peu de culture de vente de manière un peu plus importante, un peu d'autres ateliers bovin-viande parfois, quoi. Christine, je ne sais pas si tu vois autre chose. Pour compléter, peut-être dire aussi que on a des structures d'exploitation qui sont plus petites, et que on est aussi sur, on est quand même très très limité sur les surfaces en stock, et que en termes d'autonomie fourragère, c'est parfois compliqué. Voilà. Avec pour beaucoup d'exploits des achats conjoncturels, mais pour beaucoup d'exploitations, on a quand même des achats structurels de fourrage. Voilà. Et de concentrer probablement beaucoup plus que sur les régions centre-ouest et sud-ouest. Ouais, qui peuvent produire des fois un peu de céréales autoconsommées pour les animaux. Ouais. Voilà. Alors, par rapport à la remarque sur les amortissements liés à l'âge du capitaine, la conjoncture a fait exploser les prix des investissements. Comment cette évolution est prise en compte dans vos simulations? Alors, oui. Alors, effectivement, les investissements ont explosé, hein. On a mis à jour l'an dernier des fiches qui présentent un peu les montants moyens des investissements. Là où on se trouvait à des investissements, par exemple en fromager, hein, aux alentours de 2 000 ou 2 500 € la place,
atelier élevage, atelier transformation compris, hein, on a doublé aujourd'hui, quoi. On est presque à 5 000 euros par chèvre. Donc effectivement, les investissements ont explosé. Alors, dans nos simulations, en fait, elles sont prises en compte sur l'augmentation du coût induite en termes de montant des amortissements de matériel, quoi. Amortissement matériel et amortissement bâtiment. Par contre, effectivement, c'est sans doute on lisse, hein, nous on suit les revenus des exploitations. Les revenus des exploitations ne sont pas toutes des exploitations qui sont installées aujourd'hui, hein, c'est des exploitations qui voilà, donc on lisse ça sur plusieurs années, sur une dizaine d'années en termes d'investissement. Donc effectivement ça se voit moins. Par contre, effectivement, ça veut dire que quand on veut suivre une exploitation, un porteur de projet sur sa capacité à pouvoir tirer un revenu en fonction de ces investissements qui sont explosifs, ce sera peut-être sur d'autres paires qu'il faudra se baser, puis effectivement faire un calcul de prévisionnel économique, quoi, pour se donner une idée de quel montant d'investissement il faut que j'accepte ou pas. Clairement, aujourd'hui, en élevage spécialisé caprin, vente en lait, on peut se poser des questions sur la faisabilité technico-économique de s'installer en caprin sur un terrain nu en devant construire une chèvrerie, un bâtiment, acheter des animaux et une salle de traite, quoi. Je crois qu'on a fait le tour des questions. Juste une précision, le diaporama et le replay de ce webinaire seront mis en ligne à l'issue dans les jours qui viennent. Donc, soyez rassurés, il y a eu plusieurs questions dans ce sens. Je crois qu'on a répondu à tout le monde pour l'instant, me semble-t-il. Oui. Donc, on continue sur les présentations avec cette fois-ci Christine qui va vous parler coût de production et variabilité. Voilà. Donc bonjour, donc je suis intervenue tout à l'heure, mais je m'étais pas présentée. Donc je suis Christine Guinamard et je m'occupe des réseaux du Sud-Est, donc Provence-Alpes-Côte d'Azur et Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne. Voilà. Moi, je vais vous parler des coûts de production. Ce que je vais faire, c'est que je vais pas vous abreuver de 20 000 chiffres. Je vais plutôt repartir un petit peu de la base. Qu'est-ce que c'est que le coût de production? Et puis vous donner quelques éléments au fur et à mesure à partir de ce que je vais vous présenter. Voilà. Déjà, ce qu'on peut dire, c'est que cette analyse, elle se base sur 345 élevages qui sont présents dans la base, qui sont issus des dispositifs Inosis, donc les fermes de référence, hein, et puis de l'outil Coup de prod. Et puis donc on a dans cette base, on a récupéré 162 livreurs, dont 32 bio. Donc nos livreurs, ils sont, vous voyez, sur les grandes régions de production, donc la Nouvelle-Aquitaine, le centre Val-de-Loire, les Pays de la Loire, et puis on a quelques livreurs en région PACA, en Occitanie et en Bourgogne, on en a un. Voilà. Là-dedans, on a des bio, des pas bio, donc 162 livreurs, dont 32 bio. Du côté des fromagers, on en a 131 dans la base, on en a 41 bio, un petit peu partout. Et puis ce qui est sympa, c'est que depuis quelques années, on n'a plus nos régions traditionnelles, on a aussi des régions où on avait à la base que des laitiers. Donc ça, c'est quand même assez appréciable. Sinon, l'analyse des résultats, un petit peu ce que vous a expliqué Vincent tout à l'heure, c'est qu'on fait ça en fonction des grandes zones géographiques liées à des conditions de production particulières. Donc, chez les livreurs, on a les livreurs du Sud-Est, ça, voilà, et puis les livreurs des autres régions. Et puis, pour les fromagers, on a les fromagers méditerranéens qui contiennent, avec les exploitations de PACA et de l'ancienne région Languedoc-Roussillon en Occitanie. Et puis, on a les autres régions.
Voilà, un petit peu. Et puis, donc, on a sorti de l'analyse une vingtaine d'exploitations, des mixtes ou des exploitations qui étaient trop incomplètes ou trop atypiques. Voilà. Donc après, un petit rappel sur la méthode coût de production, parce que ça nous a semblé important. Donc en fait, déjà, pour repréciser que le périmètre du coût de production, c'est bien l'atelier. L'atelier, ici, on est sur l'atelier Caprin, avec les surfaces qui incluent ces surfaces fourragères et ces céréales autoconsommées. L'objectif de la méthode, c'est vraiment de réfléchir à la rentabilité des différents ateliers de l'exploitation. Ici, il faut se poser vraiment la question de combien ça me coûte de produire 1000 litres de lait. Et pour ça, il y a une méthode unique avec un jeu de coefficients au niveau national pour répartir les charges entre les ateliers. Bon, si on est spécialisé, c'est facile. Si on a plusieurs ateliers, il faut répartir les charges de structure. Une unité de référence, donc là on est en lait, donc toutes les données économiques vont être ramenées à 1000 litres de lait produit. Voilà. Et puis pour travailler sur ce coût de production, on a un logiciel qui est accessible à tous. Voilà. Alors, le coût de production. Donc, qu'est-ce que c'est? Donc, de façon assez synthétique. Donc, vous avez deux barres là qui vous présentent le coût de production. La première barre à gauche qui vous la présente de façon un peu synthétique avec la grande barre ici en bleu, enfin la grande zone en bleu qui représente les charges courantes. Donc, les charges courantes, c'est les charges opérationnelles et les charges de structure. Juste au-dessus, on a les amortissements. Et puis, la particularité de la méthode, c'est ces charges qu'on appelle charges supplétives, où on va rémunérer les moyens de production mis à disposition par l'agriculteur. Donc, la petite barre ici, c'est la rémunération du capital et de de la surface. Et puis ici, cette barre qui est quand même assez importante, c'est la rémunération du travail de l'exploitant sur la base de 2 SMIC par UMO. La colonne de droite, c'est la même chose, à part que tout est présenté sous forme de postes techniques. Et c'est en général ce qu'on regarde quand on fait un coût de production. Voilà, donc on a des postes techniques, on a tout ce qui va être l'alimentation achetée, les surfaces, tout ce qui va être approvisionnement des surfaces. Bon, voilà, les bâtiments, les installations, le matériel. Et puis ici, on a le travail. Donc dans cette partie travail, on a le travail exploitant, mais on a également le travail fourni par les salariés. Donc, si on reprend ici un exemple, donc ici on a on a les résultats du coût de production de nos 150 livreurs hors sud-est, bio et conventionnel. Donc, on a 2,15 UMO à rémunérer, dont 0,74 UMO salariés. Donc, c'est des chiffres que vous présentez un petit peu, Vincent, hein, 350 chèvres à 873 litres, ce qui fait 317 000 litres commercialisés. Et pour ce type d'exploitation, on a un coût de production moyen de l'atelier de 1 122 € des 1000 litres. Voilà. On va passer à la diapo suivante. Donc, la diapo suivante, c'est les deux barres de gauche, c'est les mêmes que tout à l'heure, mais on a rajouté ici le produit de l'exploitation, donc avec les aides, les autres produits, donc la viande et tout ce qui peut être autre, et puis le produit lait. Donc, par rapport aux autres productions, en fait, le produit autre, nous, il est tout petit. Si vous allez en bovin lait, le produit viande est beaucoup plus important. Donc, on est toujours sur ce même exemple. Donc, avec toujours notre coût de production atelier de 1 122 €. Donc, on a un coût de production hors travail. Donc, on va s'arrêter
à peu près par là. Voilà, on va s'arrêter là. De 816 €. Donc la différence entre 816 et 1122, c'est la c'est le travail exploitant. On a un produit de l'atelier de 1110 € et un produit lait de 960 € des 1000 litres. Et puis, on peut aller regarder des choses un petit peu techniques. On a un coût de l'alimentation acheté, donc ça va être nos 2 barres ici, de 333 € des 1000 litres. Et puis, un coût du système d'alimentation de 542 € des 1000 litres. Donc, plus de la moitié, plus de la moitié du coût de production. Voilà. Alors, là, c'est le petit graphique qu'on aime bien, donc avec les trois courbes qui nous montrent les SMIC par UMO, donc 1 SMIC par UMO, 2 SMIC par UMO, 3 SMIC par UMO. Et alors, ce qu'on veut vous montrer, c'est que avoir une bonne rémunération, et on place les élevages sur le graphique. Ce qu'on veut vous montrer, c'est qu'il n'y a pas qu'une seule voie pour avoir un bon revenu. Qu'on peut effectivement avoir un bon revenu parce qu'on va être productif, parce qu'on va faire beaucoup de lait par UMO. On peut, il y a aussi la nécessité d'être bon techniquement et d'avoir un bon coût de production ou d'avoir un bon produit. Voilà, et que l'un ne va pas sans l'autre. Voilà, et donc la rémunération du travail, ça va vraiment être un équilibre entre la productivité et la maîtrise du coût de production et le produit. Alors, si on veut regarder un petit peu plus précisément, donc là, vous avez ici la rémunération du travail en SMIC par UMO, et là, la productivité du travail. Donc, la première barre horizontale vous montre la barre symbolique des 2 SMIC par UMO. Alors, ce qu'on observe, c'est que en dessous de 100 000 litres par UMO, il va être très très difficile de dépasser ou d'obtenir les 2 SMIC par UMO. Par contre, quand on va se situer au-delà de 150 000 litres de lait par UMO, c'est quelque chose qui va atteindre les 2 SMIC par UMO. Ça va être fort probable. Bon, sachant qu'on a toujours des gens qui sont, malgré tout, en dessous. Voilà. Christine, oui. On me signale qu'on ne voit pas ton pointeur. Tu n'as pas activé le pointeur public. Dans ton menu en bas à gauche. Là, ça va, là. Ouais, sélectionné. C'est bon, là, comme ça? Là, oui. Maintenant. Ok, parfait. Et désolé pour ceux que... Voilà. Excusez-moi, je vais oublier. Voilà. Donc, le premier, donc le graphique précédent, on parlait de productivité. Là, on va parler de maîtrise des charges. Et là, on va s'intéresser par exemple au coût du système d'alimentation. Donc, on a toujours ici nos éleveurs laitiers. Donc, avec toujours cette barre symbolique des 2 € ici. Donc là, les SMIC par UMO, et ici, le coût du système d'alimentation. Donc, quand on est en dessous des 500 € par 1000 litres du coût du système d'alimentation, on va probablement pouvoir dépasser les 2 SMIC par UMO. Et quand on va se trouver au-dessus de cette barre de 600 €, on considère que ça va être très très difficile d'atteindre ces 2 SMIC par UMO. Voilà. C'est un petit peu la façon dont on peut quand on a un nombre important d'élevages. C'est vraiment des choses comme ça qu'on peut montrer, pouvoir se faire des repères et voir un petit peu comment se distribuent les élevages. Voilà. On va maintenant passer au fromager avec d'autres notions permises par l'analyse du coût de production. Donc en fait ici, on a 131 fromagers avec deux UMO 79 à récupérer, à rémunérer, dont une UMO salariée. Et donc là, ce que je vous montre ici, c'est la rémunération du travail permise par le produit. Donc on va aller voir. En fait, donc là, oui, on a notre coût de production
synthétique, donc qui par rapport au laitier, on voit que la rémunération du travail exploitant sur la base de 2 SMIC par UMO, elle est très très importante. Là, on est à quasi 2000 € de rémunération du travail exploitant sur la base de SMIC par UMO. Donc ici, dans notre exemple, on a une rémunération permise par le produit de 1088 € des 1000 litres, soit 1,44 SMIC par UMO. Si on passe à la diapo suivante, elle vous montre le prix de revient. Donc le prix de revient du lait pour 2 SMIC par UMO, ça va correspondre au prix qu'il faudrait vendre son lait pour être rémunéré sur la base de 2 €, sur la base de 2 SMIC par UMO. Donc ici, pour le moment, l'éleveur, il vend son lait en moyenne à 2792 € des 1000 litres. Pour pouvoir se rémunérer sur la base de 2 SMIC par UMO, il faudrait qu'il puisse le vendre à quasi 3700 € des 1000 litres. Voilà. Donc l'utilisation du coût de production pour les fromagers, ça peut vraiment être une bonne base ou une aide intéressante pour réfléchir à la fixation de son prix de vente. Voilà. Et puis, quelques facteurs, quelques éléments qui vont jouer sur la rémunération du travail chez les fromagers. Donc ici, vous avez les élevages qui ont été classés en fonction de leur niveau de rémunération en SMIC par UMO. Et donc, ce qu'on voit, c'est que sur la valorisation du lait, les éleveurs du sud Méditerranée qui sont à plus de 2 SMIC par UMO, qui sont à plus de 4 € des 1000 litres. Ceux qui sont à moins de 1 SMIC par UMO, ils sont à 3000 € des 1000 litres. On a une influence du volume commercialisé, de la production, de la productivité de la main-d'œuvre, sachant que ces deux aspects sont quand même très très liés. Et puis donc le coût de production hors travail, là on est aussi sur une meilleure maîtrise technique. Alors, sur les fromagers du sud Méditerranée, vous allez me dire, mais pourquoi ceux qui vendent, ceux qui ont la meilleure, ceux qui sont à plus de 2 SMIC par UMO, c'est eux qui ont la valorisation du lait la plus faible. Bon, déjà, on peut se dire qu'entre les plus de 2 SMIC par UMO et les moins de 1 SMIC par UMO, il n'y a quand même pas une différence très très importante. Hein. On est à 2400 et 2700 €. Et puis, par rapport à la productivité, on a quand même vraisemblablement ici des éleveurs qui font moins de ventes directes, donc avec un prix probablement un petit peu moins élevé, mais que le fait de faire moins de ventes directes, ça permet de gagner en productivité, même si le prix est un petit peu plus bas. Voilà, pour expliquer un petit peu tout ça. Et puis, d'ici pas très longtemps, on vous mettra sur l'espace Inosis tous les tableaux et toutes les analyses de ce coût de prod. Là, on n'a pas voulu vous assommer avec 100 000 chiffres. Tout ça, on vous le mettra sous forme de tableau. Là, on a plus voulu vous donner un petit peu la façon d'utiliser le coût de prod et puis quelques grands résultats. Voilà. Je ne sais pas, Emmanuel, s'il y a des questions ou si c'est Caroline qui reprend la main. Non, excusez-moi, je parlais toute seule là. Il y a quelques questions, notamment, alors une toute simple sur est-ce que les graphiques présentés à l'instant seront disponibles dans une publication de l'Institut? Je pense que tu as commencé à y répondre. Oui, tout ça, on va le mettre. Voilà, tout ça, on va en faire une présentation, je pense, par système, les laitiers, les fromagers, mais tout ça, c'est vraiment prévu et on a tout pour faire. Voilà. Ça va être fait assez rapidement, on espère. Voilà.
Et donc, une autre question sur l'augmentation du prix de vente des fromages. Est-ce que c'est le seul moyen, le seul levier pour atteindre les 2 SMIC par UMO? Pour moi, non. En fait, c'est une des façons, mais il faut aussi pouvoir maîtriser son coût de production. Oui, c'est ça. Voilà, je dirais, il y a ces deux aspects. Hein. On peut augmenter sa productivité, on peut augmenter le prix de ses fromages, et puis on peut aussi être économe et avoir une bonne technicité pour atteindre ces 2 SMIC par UMO. Bon, il faut vraiment jouer sur l'ensemble des tableaux. Je sais pas, les autres, si vous voulez compléter, Vincent ou Caroline. En complément, mais tu l'as dit, il y a effectivement l'aspect productivité du travail. Hein. On trouve dans certaines exploitations un volume d'activité qui est trop faible par personne. Et puis, quand même, il ne faut pas oublier que la valorisation du litre de lait dans un fromage, c'est effectivement un prix unitaire, mais c'est aussi un rendement fromager. Si je mets sur une étiquette que je vends un fromage de 300 grammes, mais tout compte fait, il en fait 400, j'ai gros à gagner aussi à faire attention à mon rendement fromager, à faire des fromages qui, pour ceux qui sont en AOP, qui doivent suivre une norme de poids bien souvent, voilà, que ces fromages fassent le poids et pas 130% ou 140% du poids comme parfois on le voit, quoi. Alors, une dernière question qui est apparue. Les moyennes cachent beaucoup de variabilité, hein, vous l'avez dit à plusieurs reprises. Est-ce que vous mettrez à disposition des tableaux avec plus de détails et à minima, CARSUP, CARINF? Oui, on fera ça. On fera ça. Oui, c'est prévu aussi. C'est prévu aussi d'avoir cette variabilité. Alors, je vois que les questions arrivent là. Donc, on va les publier. Autre question, travail. Quand on parle du nombre d'UMO à rémunérer, est-ce qu'on prend en compte le nombre d'heures de travail ou juste le nombre de personnes? Eh bien, on prend le nombre de personnes. Et en fait, on peut, quand un collègue va faire un coup de prod ou un diapason, il y a aussi une discussion sur comment est-ce à combien l'éleveur veut être affiché en termes d'UMO. Donc ça, c'est surtout vrai pour les gens qui sont pas à temps plein, mais non, c'est les personnes. Donc, il y avait la même question, le nombre d'heures de travail est-il pris en compte? Je pense que c'est à peu près la même question. Est-ce qu'on a tout vu? Je pense que oui. Alors peut-être pour compléter, mais sur un sujet un petit peu différent, c'est que là, on va démarrer une campagne de bilan travail sur les exploitations du réseau et qu'on aura une idée de ce nombre d'heures de travail. Voilà. Mais c'est un peu différent comme réponse. Alors, une dernière question. Et après, on passera à Caroline. Est-ce que la production de lait par chèvre est un levier d'amélioration du revenu? Probablement, mais pas à n'importe quel coût. Si pour gagner 10 litres de lait, vous mettez 20 kilos de concentré en plus, voilà, c'est... Bon, voilà, oui. Je sais pas. Oui, la production de lait, la productivité, ça va être un levier d'amélioration du revenu, mais tout en restant raisonnable sur les coûts, sur ce qu'on va mettre pour produire ces litres de lait supplémentaires. Déjà, si on arrive à ne pas avoir de chèvres improductives, déjà, c'est bien. Voilà, parce que ça se fait à moindre coût. Je sais pas, Vincent, tu complètes? Oui, si on... Enfin,
Si on regarde, alors je vais prendre en exemple nos zones de plaine du centre-ouest. Hein, pour un éleveur laitier, aujourd'hui, je pense qu'il faut se fixer à 800, à 850 litres de lait par chèvre, techniquement. On a des charges de structure, on a un foncier coûteux. Il est nécessaire on parlait tout à l'heure d'investissement. Quand on a sur les élevages laitiers maintenant un investissement aux alentours de 2 000 € par chèvre, il n'est pas question d'avoir un investissement de 2 000 € pour une chèvre qui fait 500 litres en élevage laitier, quoi. C'est pas possible. Alors, voilà, il y a un minimum qui est peut-être lié à son système alimentaire, plus ou moins coûteux, etc. Chez les fromagers, sans doute que ce seuil est peut-être un peu plus bas. Mais oui, mais en tout cas, il y a un minimum à faire. Mais le minimum est sans doute pas un chiffre non atteignable par un éleveur normalement formé, normalement technique, et avec des animaux, toute chèvre française alpine sahélienne, je vais parler au moins, normalement bien menés, doivent savoir faire 750 litres de lait par chèvre, quoi. Donc oui, il y a un minimum. Je pense qu'on a terminé les questions. Donc, Caroline, à toi de jouer. Oui. Est-ce que vous voyez mon écran là? Oui. Oui. Ok. Donc du coup, on vous a parlé de plein de choses qui sont super intéressantes. Et du coup, là, je vais vous montrer plus précisément comment on y accède. Donc du coup, avec le portail Inosis, donc, qui est du coup portail.inosis-du6 réseau-élevage.fr. Je vous l'ai mis dans la conversation. Donc ce portail, c'est du coup notre site de référence, donc des réseaux d'élevage. Donc comme vous le voyez, on voit qu'on a toutes les autres filières d'Inosis réseau d'élevage, mais si on se concentre du coup que sur les caprins pour notre webinaire, la première chose, donc le premier petit carré vert foncé, c'est bibliothèque des CATIP. Donc juste pour rappeler ce que c'est qu'un CATIP, c'est une exploitation du coup qui est représentative d'un système qu'on fait évoluer en fonction des fermes suivies dans les réseaux qui se rapprochent de ce CATIP et auxquels on affecte les variations observées dans les fermes, comme les variations de prix du lait, la variation de prix des engrais, des concentrés, etc. Donc c'est un système qui est cohérent, viable, vivable et reproductible. Et donc on a un panel de CATIP en caprin assez intéressant. Donc si j'y vais... donc vous voyez, on arrive sur cette page ici où on peut mettre du coup donc le millésime si on prend 2023, on peut mettre si on est en bio ou non, la région administrative, etc. Donc il y a beaucoup de choses sur les caractéristiques structurelles et la localisation où vous pourrez regarder par ailleurs. Mais si on regarde du coup atelier caprin, donc quand on clique et que je mets juste oui, donc vous avez aussi voilà type d'atelier, on peut mettre livreur ou fromager, race principale, les produits par chèvre, signe de qualité en caprin, nombre de chèvres. Mais là, si je me restreins juste à mettre 2023 et caprin, enfin présence d'un atelier caprin, ça nous ouvre du coup une autre fenêtre où on a en fait 34 CATIP accessibles. Si vous les souhaitez sous format Excel, PDF, etc., il faut se créer un compte du coup. Mais si vous voulez avoir juste une première vue dessus, donc si je prends par exemple, on parlait des bio tout à l'heure, donc si je prends un livreur bio spécialisé pâturage et foin, en cliquant sur la petite loupe qui est juste, je ne sais pas si j'ai bien montré, mais la petite loupe qui est tout à gauche, on a accès du coup donc aux premières données du coup de ce CATIP, donc qui décrit le système, donc sur la main d'œuvre, les surfaces. Donc ici on est sur un CATIP donc à 220 chèvres, à 720 litres par chèvre, à 350 kg de concentré par chèvre. Et si je mets afficher le PDF, ça nous ouvre du coup une troisième fenêtre avec du coup le CATIP bien avec toutes les références donc sur
descriptif du système, ses atouts, contraintes, l'atelier, et du coup des choses plus précisément sur l'assolement du système, donc surface fourragère, culture, la fertilisation, les modes de valorisation de l'herbe. On a des choses sur les productions végétales aussi. Donc ici, il y a 13 hectares de métail, les rotations, plus particulièrement sur le troupeau caprin. Donc on a des choses sur le lait vendu, le nombre, le taux de renouvellement, etc. Et des choses sur l'autonomie alimentaire aussi, donc sur la part de fourrage produite, achetée, pâturée, les concentrés achetés, concentrés utilisés. Donc ça donne pas mal de billes là-dessus. Et enfin, du coup, tout un aspect sur les résultats économiques. Donc je ne détaille pas, mais ça donne quand même pas mal de choses. Et sur le coût de production aussi, avec la comparaison, donc comme Christine l'expliquait tout à l'heure, donc ici par exemple c'est le CATIP donc à l'année 2023 et comparé à N-1. Voilà. Donc avec pas mal de choses. Je ne détaille pas tout, mais ça donne un grand panel quand même d'informations. Et bon, après, ça reste quand même des données minimales sur les CATIP. Si vous souhaitez plus d'informations sur le fonctionnement des fermes, notamment sur tout ce qui est travail, il y a eu pas mal de questions sur ce qui est organisation du travail, plus descriptif aussi sur les rations en fonction de l'année. On a plus de données, donc vous pouvez nous contacter. Je mettrai à la fin tous les contacts de tous nos collègues des réseaux qu'on remercie d'ailleurs, et puis nous les animateurs. Donc voilà du coup pour l'aspect CATIP. Donc il y a 34 CATIP disponibles en caprin. Donc ils sont du coup triés par livreur spécialisé, livreur plus bovin viande, livreur culture et fromager spécialisé. Donc là on retrouve vraiment tous les CATIP en fonction donc des régions. Ensuite, du coup, si je reviens sur le portail, le deuxième donc panels nationaux des CATIP, cet onglet-là, il n'est pas encore à jour pour les caprins. On va retravailler dessus, nous, ensemble, pour le mettre à jour. Mais dans un premier temps, si vous souhaitez des informations sur les CATIP, allez plutôt sur la bibliothèque des CATIP. Voilà. Donc, ensuite, pour le troisième onglet, donc Observatoire Innosis des réseaux d'élevage. Donc là, c'est plutôt si vous cherchez des résultats technico-économiques issus des fermes de référence et en coprod suivi dans les réseaux caprins. Donc, il y a eu une question là tout à l'heure sur oui, mais est-ce que vous auriez la moyenne les premiers, la variabilité en gros qu'on peut trouver. Donc, c'est typiquement ici qu'il faut aller. Et si je mets du coup caprin 2023, ça vous donne donc ici les 173 exploitations caprines. Donc grâce au suivi du coup donc, à l'ensemble de nos collègues du coup des réseaux. Et si je mets par exemple fromager fermier, on peut accéder du coup à une synthèse du groupe. Donc en premier, ça vous donne un petit topo sur qu'est-ce qui s'est passé pour les fromagers fermiers ici en 2023. Et ensuite, ça vous donne des chiffres donc, déjà sur les structures. Ici, on a 2 sous-groupes dans les fromagers fermiers, les fromagers hors Sud-Méditerranée et Sud-Méditerranée, comme a expliqué Vincent tout à l'heure. Mais du coup, on a quand même des grandes données là-dessus. Donc, sur la structure, l'atelier caprin, nombre de chèvres, etc., évolution, l'économie. Donc là, on a pas mal de choses aussi. Je ne rentre pas dans le détail parce que sinon, ce sera trop... Je vais trop vous donner de chiffres d'un coup. Mais les coûts de production, il y a des choses là-dessus. Et l'environnement. Et ce qui est intéressant, en fait, là-dedans, c'est qu'on peut aller voir en détail un des 2 sous-groupes. Et c'est là où ça répond à la question de tout à l'heure. Si je mets, par exemple, fromager Sud-Méditerranée, accéder aux détails du groupe, vous avez accès, du coup, à déjà ce sous-groupe de quoi il est composé. Donc, 43 élevages à environ 2,6 UMO. Et vous avez, du coup, toute la moyenne, l'évolution, le premier quartile, médiane et troisième quartile.
Et du coup, vous avez la même chose donc pour, pareil, l'atelier Caprin, l'économie, le coût de production et l'environnement. Voilà. Donc, du coup, ça répond à la question qu'on avait tout à l'heure. Voilà, et vous pouvez imprimer du coup le récapitulatif. Donc, si vous voulez, voilà, comparer en fait des fermes à un groupe, voilà, par exemple Fromager Fermier Sud-Méditerranée, ça donne, c'est l'ensemble du coup des résultats de 2023 de tous les coûts de prod et toutes les fermes de référence suivies par les collègues des réseaux. Donc, voilà pour cette partie observatoire. Et sur la partie publication et outils, c'est ici, du coup, que vous allez retrouver l'ensemble des publications faites par nos équipes Caprine. Et donc, par exemple, si vous voulez retrouver, du coup, je vous l'ai mis dans la conversation, hein, le lien vers le document s'installer en fromager fermé petit volume. Mais par exemple, si vous perdez le lien, il faut bien, enfin, les filtres, ils sont super importants pour trouver les choses sur le portail. Et du coup, on peut mettre circuits commerciaux, région Aura, puisque ça a été fait en Rhône-Alpes, et filière Caprine. Et donc, si je mets rechercher, là, on tombe bien sur s'installer en système fromager petit volume. Et donc, à la fin, on a accès du coup au PDF de la fiche dont on parlait, dont les collègues parlaient tout à l'heure. Voilà. Mais il n'y a pas que ça. On a aussi des choses. Si je vous mets réinitialiser les filtres. Si je vous mets par exemple Occitanie et Caprin, il y a aussi accès à des repères régionaux. Donc là, par exemple, le repère 2023 pour Occitanie. On a aussi les résultats donc, technico-économiques de Captech 2023 qui sont accessibles. Et donc ça vous donne accès à vraiment un panel de tout ce qui est fait, dans les réseaux. Donc du coup, j'en ai fini avec le portail. Donc, si j'arrête le partage, Emmanuel, est-ce que tu peux remettre le diaporama? Parce que j'ai quelques... Sur les livrables, merci beaucoup. Sur les livrables du coup auxquels vous avez accès, donc on en a parlé, hein, donc il y a une grande diversité de documents disponibles. Le petit doc en haut à gauche en vert, c'est du coup justement les repères technico-économiques là pour les livreurs en Occitanie. Vous avez aussi des fiches Captech, des synthèses de coûts de production. On demandait tout à l'heure s'il y allait avoir une synthèse de documents. Elle est faite en fait chaque année pour chaque région. Il y a aussi du coup l'annuel Caprin, donc économie de l'élevage, qui est sorti pour 2024. La fameuse fiche dont on parlait tout à l'heure, s'installer en petit volume, et éleveur Caprin demain, qui est une autre ressource. Donc ça, c'est pour la partie vraiment réseau, socle national réseau. Et il y a aussi du coup les documents faits par les réseaux thématiques dont je parlais tout à l'heure. En Caprin, spécifiquement, on a une vidéo témoignage qui a été faite du coup par Anne-Laure Lemaître sur le réseau élevage de précision. On a un éleveur qui témoigne de son équipement d'un robot d'alimentation. Et dans le cadre du réseau thématique produits laitiers fermiers, il y a 9 fiches, si je ne me trompe pas, mais c'est ça, 9 fiches témoignages qui ont été faites dans pas mal de régions différentes, en Caprin, sur des témoignages spécifiques d'exploitation qui marchent bien. Donc ça, pareil, vous le retrouverez donc, dans le portail si vous mettez... Il faut bien filtrer à chaque fois, en fonction de la zone qui vous intéresse ou de la thématique. Et normalement, vous trouverez facilement l'accès aux documents. Et ensuite, du coup, pour terminer, on vous a mis l'ensemble des contacts de tous les collègues des réseaux. Donc, vous avez nos contacts en haut et puis tous les réseaux donc pour chaque département. Je ne vais pas détailler chaque réseau et chaque département, mais comme vous aurez le diaporama accessible, vous pourrez attraper le collègue départemental qui
qui peut vous renseigner. Voilà. Donc, Vincent, peut-être je vais te laisser conclure. Je ne sais pas si... Oui. Je sais pas s'il y a des questions déjà avant, pardon, excusez-moi. Est-ce qu'Emmanuel, il y a des questions sur le... Il y a une question justement sur les références Cap 2R niveau 2. Est-ce qu'il y a des références qui sont prévues? Alors, sur les Cap 2R niveau 2, il y a un projet en cours qui s'appelle Élevage caprin durable qui va donner pas mal de références en caprin, mais il est encore en cours et c'est pas encore sorti. Dans le portail, il y a du lien avec les Cap 2R niveau 1 pour l'instant, pas encore niveau 2, mais ça va arriver. Pour l'instant, le lien, il est plutôt fait avec le Cap 2R niveau 1. Voilà, c'est tout ce que j'avais comme question. Sauf erreur. Ah non, pardon. Il y en a une qui vient d'arriver. Je publie. Est-ce qu'il existe un document qui définit précisément les indicateurs présentés? Avec en fait la définition pour chaque indicateur, qu'est-ce que dans la valeur ajoutée nette, qu'est-ce qu'on compte, ou la SFP, qu'est-ce qui est pris en compte, ou les UMO, j'imagine par rapport aux questions qui ont été posées tout à l'heure, est-ce que c'est un nombre d'heures, est-ce que c'est un nombre… voilà. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose d'écrit diffusable, en tout cas sur le portail. Par contre, on travaille tous avec des règles qu'on se donne en convention et qui sont aussi partagées par les collègues des entreprises conseillers en élevage, parce que c'est eux aussi qui font aussi beaucoup de suivi CapTech et puis des suivis Couprod. On essaye d'avoir les mêmes paramètres, entre guillemets. Donc, moi, je dirais, je botte en touche là, mais sur les slides que vous reverrez, il y a les contacts des 38 conseillers. Je pense qu'il faut revoir avec eux, en fait, mais a priori, bon, on suit un peu les règles comptables et quand il y a besoin de préciser, on se met d'accord, on s'harmonise, ne serait-ce que par exemple sur un prix de cession interne de céréales, sur une valeur d'inventaire d'animaux, sur effectivement, je suis exploitant, mais je ne fais que la traite du matin et du soir, combien d'unités de main-d'œuvre ça correspond, quoi. Voilà. Donc ces éléments-là, on peut les expliquer et l'ensemble des collègues ont les infos pour pouvoir les rediffuser. Alors il y a Monique Laurent, votre collègue des Beauvallées, qui rappelle que dans Diapason, il est possible de retrouver les formules de calcul. Donc, oui, mais le grand public n'a pas un diapason. Mais effectivement, oui, mais du coup, oui, c'est aussi présent là-dedans. Ouais. Merci, Monique. Ouais, alors, en conclusion, on a perdu 5-6 personnes, donc c'est pas bien. Peut-être que c'est 5-6 personnes qui vont trouver que c'était pas génial. Notre objectif aujourd'hui, c'était vraiment de pouvoir diffuser au plus grand nombre le travail réalisé par 40 conseillers sur le terrain qui vont embêter tous les ans, plusieurs fois par an. Vous avez vu, 180 élevages. Voilà. Et chez qui on collecte des informations comptables, mais aussi beaucoup d'informations techniques et de plus en plus complexes à récupérer. Ces informations, elles servent quand même en priorité pour moi aux porteurs de projets et aux conseillers qui les accompagnent, que ce soit dans les centres de gestion, que ce soit dans les champs d'agriculture, dans les services d'installation ou autres, et puis les banques surtout, pour pouvoir donner des repères, d'autant plus sur des régions où on est moins fourni en termes de conseillers capra, quoi. Donc, il faut vraiment, voilà, c'était vraiment notre but de pouvoir vous montrer que les données existent, qu'elles sont gratuites, d'accès libre, et elles servent aussi aux élus de la filière, et puis aux
à l'administration quelque part, hein, pour suivre un peu l'évolution des revenus des exploitations, pour nous demander de faire des simulations d'impact conjoncturel. La FCO, ça va coûter combien ? Par exemple, la sécheresse ou au contraire le climat effroyable de 2024 saura coûter combien, mais aussi demain l'évolution de la politique agricole commune peut coûter ou rapporter combien à nos éleveurs. Donc voilà, donc c'est à ça qu'on voulait apporter comme information ce matin. Et puis surtout, voilà, contactez les collègues dont vous aurez les contacts sur les slides. Si vous êtes sur des zones blanches, entre guillemets, en termes de conseillers caprins, contactez-nous. Vous avez reçu mon adresse mail pour l'invitation. Relancez-moi pour avoir des informations. On a